Table ronde, rencontre Ever 2021. Transition énergétique et maîtrise des consommations d'électricité, modérée par Nel Grosset-Passinet. Donc je présente les intervenants. Géraldine Fievé, de la mission pour la transition énergétique de Monaco. Nathalie Lazaric, qui est directeur de recherche au centre de recherche GREDEG du CNRS. Et Mitsuko Cordasso de la SMEG, qui pilote le programme Smart Plus d'efficacité énergétique pour les sites tertiaires. Moi-même, Pierre-Franck Pellacchi, je suis le directeur commercial de la SMEG. Et donc c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Donc on ne va pas perdre de temps, commencer directement par Géraldine. Donc, bonjour à tous, merci de votre présence à cette table ronde sur la transition énergétique et maîtrise des consommations d'électricité. Donc, je vais vous faire un petit focus sur la politique de développement durable de la Principauté. Donc, comme vous le savez peut-être, le gouvernement princier a pour ambition de réduire de 50% et cette ambition a été revue à la hausse en décembre 2020 au moment du sommet. Donc, elle est passée à 55% en 2030 et l'atteinte d'une neutralité carbone en 2050. À savoir, aujourd'hui, en 2018, nous étions à moins 15,4% de réduction des GES par rapport à 1990. Nous avons identifié 3 pôles à forte émission de GES, donc le pôle bâtiment, déchets et transport. Pour réduire ces émissions de ces différents postes, nous avons 2 leviers. Donc, dans un premier temps, la participation de tous. Donc, nous avons écrit avec vous le livre blanc sur lequel nous avons des pistes de transition énergétique. Il en est ressorti en fait la réalisation du pacte national, donc, qui est un outil fédérateur pour toute la communauté monégasque. Donc je vous engage, si vous ne l'avez pas encore signé, de le signer, puisque dedans vous allez retrouver une méthodologie pour faire votre bilan carbone et des pistes pour le réduire. Nous faisons également tous les ans une conférence sur laquelle nous vous présentons l'évolution de la transition énergétique de Monaco et également les innovations. En termes de réduction des émissions directes de gaz à effet de serre, nous avons prévu pour le secteur du bâtiment, par exemple, la suppression du fioul en 2022. Pour la partie mobilité, nous soutenons grâce à une prime à la mobilité électrique. Et enfin, pour la partie déchets, nous mettons en place une politique de suppression progressive des plastiques à usage unique. Sur le levier innovation, nous souhaitons une augmentation de la production locale d'énergie renouvelable, notamment grâce aux moyens, donc par le cadastre solaire, et également le déploiement des boucles thalassothermiques. Vous pouvez voir sur le Larvoto le déploiement de cette boucle. Si je fais un focus sur la partie énergie-bâtiment, nous avons également en termes de réglementation une obligation de réaliser des audits énergétiques. Nous avons une subvention pour la réalisation de ces audits. Nous avons également une obligation de traiter thermiquement un bâtiment lorsqu'il y a une réhabilitation. Et d'un point de vue financier, nous soutenons justement cette rénovation donc grâce à une subvention par exemple fenêtre. Nous avons également un appel à projet rénovation exemplaire qui va traiter l'intégralité d'une rénovation du bâtiment et va soutenir les études et les travaux. Et vous avez également dans le cadre du plan de relance donc des subventions qui auront lieu encore jusqu'à quelques jours, quelques mois, voire jusqu'à la fin de l'année, pour soutenir justement la rénovation du bâti. Donc vous retrouverez par exemple une isolation sur la toiture et également une subvention sur les petits équipements, donc changer les radiateurs, isoler son coffre de volets roulants, donc tout ça est pris en charge. Nous avons initié depuis 2018 une démarche de construction durable, donc une feuille de route donc, qui s'appelle le bâtiment durable méditerranéen de Monaco. Donc, cette démarche a été construite par et pour les acteurs du bâtiment et permet d'avoir une feuille de route de construction durable qui va améliorer le confort, réduire les consommations et vraiment prendre en compte notre contexte d'urbain dense. Donc, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre site. Et enfin, donc sur la partie maîtrise des consommations, nous avons mis en place 25 000 compteurs intelligents et nous déployons en partenariat avec la SMEG le projet Smart Plus. Les premiers résultats montrent qu'avec quelques petites actions, que ce soit au niveau des paramétrages techniques ou également des changements d'habitude, on peut avoir des réductions significatives des GES. Donc, je vous en ai repris quelques-unes, notamment qui vous sont présentées dans le cadre du pacte national. Donc, vous avez
par exemple, en réduisant d'1 degré votre température intérieure, vous réduisez de 7% les émissions de gaz à effet de serre. Vous pouvez aussi, en changeant vos éclairages incandescents par du LED, réduire de 12 kg à peu près par an, par luminaire, votre empreinte carbone. Donc je vais laisser la parole effectivement à mes collaborateurs qui vous montreront concrètement, via des graphiques, via vraiment action par action, l'enjeu de faire une transition énergétique tous ensemble afin de réduire les émissions de GES. Alors, comme il s'agit d'une table ronde, si vous avez des questions à poser à Géraldine sur la politique de transition énergétique et de maîtrise de l'énergie à Monaco, c'est le moment, mais vous pouvez aussi les poser plus tard. Mais en tous les cas, n'hésitez pas, il faut que ça reste dynamique entre chaque intervenant. Oui, bonjour Arnaud Grasset, SBLM Venture. Ah pardon, excusez-moi, je me permets, oui. Arnaud Grasset, SBLM Venture. Donc là, effectivement, les orientations sont très claires en matière d'économie d'énergie. Comment vous mesurez les résultats des actions? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, les données, vous les collectez, les données d'usage du patrimoine, je sais, est-ce que l'hélicoptère... Pardon. Je vais essayer. C'est bon. Donc les données d'usage, est-ce qu'elles vous éclairent sur les évolutions des comportements? Est-ce que vous stockez les données d'usage? Est-ce que vous êtes par échantillonnage? Est-ce que vous avez un programme de Smart City global? Vous parliez de Smart Plus. Est-ce que c'est ça qu'il y a derrière? Enfin, c'est pour bien comprendre en fait. Alors il y a plusieurs choses, donc j'aurai plusieurs réponses. Donc déjà tout ce qui est présenté dans le pacte national avec donc pour chaque action la réduction liée. Donc ça c'est issu en fait de retours d'expérience plutôt bibliographique et puis même concret mais en dehors des fois de Monaco. Donc là on a c'est pour cette partie-là. Ensuite sur les émissions GES du gouvernement, c'est la direction de l'environnement en fait qui à partir de la méthodologie CNUC les évalue, donc voit directement qu'on est à moins 15,4% par rapport à 90 donc pour l'année 2018. Et entre deux, on a effectivement le déploiement de ces compteurs intelligents et du programme Smart Plus, par exemple, qui nous montre concrètement, action par action, le réel gain, quoi. Donc il y a des fois, on peut même se retrouver à remettre à jour des documents bibliographiques comme le pacte, où on aurait la réelle réduction de gaz à effet de serre. Donc c'est un peu un ensemble de tout ça qui nous permet de regarder année par année la réduction. Donc on va estimer dans un premier temps, et après on a l'étude CNUC, gérée par la direction de l'environnement, qui va nous mettre la réelle émission de gaz à effet de serre pour telle année. D'autres questions? Bon, merci Géraldine. Avant de laisser la parole à Nathalie Lazaric du CNRS, je vais vous dire deux mots de pourquoi le CNRS est parmi nous à cette table ronde. La SMEG a un partenariat avec le laboratoire GREDEG depuis 2014. On a noué ce partenariat à une époque où on faisait le premier pilote de déploiement à la fois de compteurs communicants et aussi du service associé au travers d'une plateforme numérique qui s'appelle MyNexio. Et on souhaitait avoir une évaluation objective et externe de l'impact de l'utilisation des services numériques sur les consommations et l'appropriation de cet outil. On a eu connaissance des travaux du GREDEG et on a décidé de collaborer ensemble. Et c'est le GREDEG qui a mené ces études pour nous et qui nous a livré des conclusions en 2015 qui ont été extrêmement enrichissantes pour prioriser nos développements et pour prendre en compte la façon dont les utilisateurs appréhendaient ces outils numériques. On a poursuivi notre collaboration en 2018-2019 et c'est l'objet de la présentation de Nathalie sur là une étude beaucoup plus approfondie. Et on était un peu, nous, dans une situation particulière puisqu'on était en cours de déploiement sur toute la principauté de la solution MyNexio. Et c'était un peu difficile pour le GREDEG d'avoir une méthodologie scientifique sur un produit en cours de développement. Et donc nous avons décidé de retenir la suggestion du GREDEG, c'est-à-dire de mener une étude plus indépendante de l'outil, plutôt axée sur les concepts.
C'est ce qui a été fait. Et vous allez voir, les résultats sont assez édifiants. Et ça a bien sûr permis, nous, de nous éclairer, de conforter certaines décisions de développement, de nous aiguiller sur d'autres. Et je pense que cette collaboration avec la recherche fondamentale nous a permis d'avoir un outil, une solution qui est très efficace. Et on peut se féliciter aujourd'hui d'avoir 42-43% de nos clients qui utilisent déjà MyNexio. Et la dernière enquête de satisfaction clientèle montre que nos utilisateurs sont satisfaits à 93%, ce qui pour ce genre d'outil est un score qui est plus qu'honorable. Donc c'est une collaboration vraiment fructueuse et je laisse la parole à Nathalie pour nous expliquer justement le résultat de ces travaux. Bonjour à tous. Je vais vous présenter donc aujourd'hui les résultats de SmartLook, donc le projet que l'on a mis en place avec la SMEG et donc que l'on a fait avec donc Mira Toumi ici présente. Alors donc l'objectif c'était de tester un nouvel outil comportemental, un boost, que je vais expliquer brièvement. Alors déjà, on voulait déjà remercier un peu tous les volontaires, hein, puisque donc une des conditions pour faire partie du programme, c'est d'être volontaire. Et donc on a vraiment eu, j'irais, beaucoup de volontaires, et donc on voulait les remercier de leur confiance. Donc juste vous présenter donc l'équipe très brièvement. Donc moi-même, Mira et donc la SMEG. Donc j'irais pour avoir un peu un partenaire local et l'accès, aux volontaires de Monaco. Alors donc voilà, donc l'objectif de SmartLook, ça a été vraiment un partenariat entre le CNRS et la SMEG. On avait commencé, comme Pierre-Franck l'a expliqué, on avait commencé par une petite étude quand même qui était vraiment importante, qui permettait finalement, de comprendre au niveau de la tour Odéon, comment se passait l'apprentissage de MyNexio, et donc déjà d'avoir une connaissance. Et par la suite, après cette première étude avec des résultats qualitatifs, on a entamé donc le programme SmartLook avec des objectifs plus quantitatifs et des objectifs différents. Donc voilà, la première étape, ça a été vraiment une connaissance, puisque on n'avait pas du tout de connaissance du terrain et aussi de la spécificité des ménages monégasques. Donc l'objectif de SmartLook, il y avait trois choses. La première c'était de tester, en fin de compte, deux outils comportementaux. Donc les boosts, qui sont vraiment un outil comportemental novateur, et une fixation d'objectifs, ce qu'on appelle le goal setting, donc qui permettent de fixer un objectif de réduction de la consommation d'énergie aux ménages. Et donc premier type d'outil, donc goal setting, fixation d'objectifs. On a deux types d'objectifs. Un objectif modeste, 15% de réduction, et un objectif ambitieux, 25%. Et, bien sûr, on a les boosts. Les boosts, c'est quoi ? Ce sont des conseils qui vont être diffusés, qui vont être donnés via email aux volontaires, qui permettent d'augmenter la capacité d'apprentissage. Et par ailleurs, il y a aussi le second objectif, c'était aussi de voir un peu l'adoption de MyNexio. Est-ce qu'il y a un impact sur l'adoption indirecte, puisque donc le SmartLook ne testait pas MyNexio, mais est-ce que ça permet aussi indirectement de tester une augmentation ou pas de MyNexio ? Et aussi regardez quel type de ménage, le profil des ménages, c'est-à-dire le profil des volontaires, est-ce qu'il y a un profil type qui permet d'être plus sensible à ce type d'expérience. Donc on a un petit peu toutes les étapes et la méthodologie. Donc on a un premier nous, on appelle ça des traitements. Donc, à chaque fois qu'on applique un outil comportemental, c'est un traitement, comme on donne un médicament. Donc, on avait un premier traitement
qui était un objectif très ambitieux, 25% de réduction de la consommation d'énergie, plus les conseils, donc ce qu'on appelle les boosts. Un second traitement avec un objectif modeste, 15%, et des conseils. Les conseils seuls pour tester les boosts et vraiment l'impact de la nouveauté de cet outil comportemental qui est vraiment nouveau et qui est tout à fait intéressant par rapport notamment à ce qu'on appelle les coups de pouce, les nudges. Donc il y a une spécificité vraiment intéressante. Et puis évidemment un groupe de contrôle là où il n'y a rien. Il y a juste un questionnaire avant et un questionnaire après. Donc vous voyez bien, l'étape 1, c'est le questionnaire en amont. L'étape 2, donc on fait le traitement. L'étape 3, fin du questionnaire, on voit les changements d'habitude et on observe les résultats. Donc voilà un peu la méthodologie du projet. Donc donc il y a eu, je dirais, ce qu'on appelle un processus d'empowerment, hein, c'est-à-dire on a eu un processus de création d'un événement pour avoir donc des volontaires. Donc les volontaires, il fallait qu'ils soient, comme leur nom l'indique, d'accord, mais aussi qu'ils signent un accord sur la confidentialité des données. Je dirais c'était pour se préserver eux, mais aussi préservation des données et leur utilisation dans un usage scientifique. Donc on a eu finalement, après des inscriptions successives, on a eu 80 réponses que l'on a pu traiter entre le début et la fin de l'expérience. Donc ce qui est un bon taux de réponse, hein. Donc au niveau, je dirais, des résultats, je vais passer vite sur la description du panel. En gros, le panel, et ça on était content, parce que ça c'est un bien possible, le panel était représentatif de la population monégasque. Il comprenait donc, je dirais, notre échantillon représente, en termes de, la spécificité monégasque, donc vraiment des nationalités très différentes, monégasques en première ligne forcément, une situation maritale, des propriétaires à 35%, un taux de résidence tout le temps supérieur à 80%, et aussi des professions qui sont très variées, donc avec 26% d'employés et 26% de retraités et 13% de cadres. Donc assez représentatif de ce qui se passe sur la réalité. Hommes-femmes, donc équilibrés, et en termes de genre, on a une grosse proportion, 46-55 ans. Donc ce qui est bien. Donc on est content, l'échantillon était finalement représentatif. Par ailleurs, donc au niveau, je dirais, du profil environnemental, c'était vraiment une variable qu'on a testée. On a testé pour savoir aussi si c'était important pour notre échantillon. On est dans des ménages, je dirais, assez classiques, hein, qui sont assez classiques par rapport à la population française, qui déclarent 75% être pro-environnementaux et qui, au début de l'expérience, qui font simplement 13%, une partie de 13% indiquent être dans une association environnementale. Donc, en fin de compte, ce que l'on a, ce qui est assez intéressant, c'est que dans notre échantillon, on a vraiment une volonté des ménages, des volontaires, d'être acteurs et aux commandes de la transition énergétique, et donc tout à fait réceptifs aux outils comportementaux qu'on va mettre en œuvre. Ça, c'est important parce qu'il faut qu'il y ait du volontariat et de la bonne volonté, sinon l'expérience ne peut pas marcher. Donc, au niveau, je dirais, de la réduction de la consommation énergétique, 35% répondent oui en partie, c'est-à-dire ils déclarent pouvoir réduire leur consommation énergétique, et 47% du panel disent qu'ils ont, 42% du panel disent que c'est un oui s'ils ont plus d'informations. En fin d'expérience, on voit que ce pourcentage a bien augmenté puisque c'est 49% non, oui en partie, et 21% oui. C'est-à-dire qu'ils ont eu plus d'accès à une information. Donc il y a eu vraiment un résultat positif au niveau de l'augmentation de la capacité d'apprentissage des ménages. Au niveau, alors ça c'est intéressant, donc on a fait, vous vous rappelez, un questionnaire avant-après, donc on peut tester les changements d'habitude.
On a posé la question, avant l'expérience et après l'expérience, si les ménages avaient changé leurs habitudes et adopté des nouveaux comportements par rapport à des gestes simples, notamment les lampes. Et on voit que le résultat est tout à fait significatif. 28% de LED avant l'expérience et 60% après l'expérience. Et donc, vraiment, il y a vraiment des petits actes qui se sont mis en place de manière très importante. Et après l'expérience, on est passé de 26 à 71% au niveau de l'extinction de la lumière dans les pièces inoccupées. Donc, vraiment des gestes, mais qui, cumulés les uns aux autres, apportent vraiment des réductions significatives. Au niveau, je dirais, du début de l'expérience et de la motivation des ménages, ce que l'on a, donc on a, par rapport à MyNexio, donc on s'est intéressé, l'objectif c'était pas de tester MyNexio, mais on s'est intéressé finalement, est-ce qu'il y a eu un impact? On voit que oui, finalement, je dirais, un des apprentissages indirects, qui n'était pas du tout, dirigé dans ce sens, ça a été que finalement, après l'expérience, il y a eu un plus grand engouement pour MyNexio, et donc MyNexio a servi de support d'apprentissage supplémentaire, en plus, je dirais, de l'outil Smart Look initialement mis en place. Et donc, on le voit à travers l'adoption des nouveaux comportements post-expérience. Donc, il y a eu une capacité plus à débrancher donc, la box Internet en cas de longue absence, une extinction de l'écran de l'ordinateur lorsqu'il n'est pas utilisé, un débranchement des chargeurs de téléphone de façon beaucoup plus importante, l'installation de multiprises, donc c'était aussi un des objets des boosts, de conseiller, de donner des outils pour aller dans cette direction, et puis aussi une plus grande attention au label énergétique, de manière vraiment importante. Donc vraiment, on a observé non seulement l'adoption de l'aide, mais aussi toute une palette de petits gestes au quotidien qui ont un impact réel sur la réduction de la consommation énergétique, comme on va le montrer, puisqu'on a quantifié, bien sûr, l'important, c'est aussi de quantifier. Donc là, on voit la quantification la somme de ces petits gestes qui, cumulés les uns aux autres, ont vraiment eu un impact sur la consommation énergétique. Donc les données consommation, c'est la SMEC qui nous les a fournies pour avoir un avant et un après, donc d'où l'importance aussi du partenariat. C'est-à-dire que comme on avait les données avant, on a pu voir l'après et la réduction de la consommation d'énergie par rapport au groupe de contrôle. Rappelez-vous, donc le traitement 4, c'est le groupe de contrôle qui, finalement, nous sert d'étalon. Donc on a une méthodologie qui s'appelle Diff and Diff, donc on mesure la différence par rapport à ce groupe de contrôle. Et là, ce que l'on voit, vraiment très intéressant, le premier objectif qui était de réduction de 25% de la consommation d'énergie, donc un objectif ambitieux. Cet objectif ambitieux, il n'a pas servi, c'est donc le traitement 3, donc il a été important en termes de réduction, mais il a été beaucoup moins important que l'objectif réaliste avec des conseils. Donc vraiment, c'est celui qui marche. Par contre, les conseils seuls ont permis de réduire de 2%, mais vous voyez que c'est vraiment ce qui a vraiment bien marché, c'est la combinaison de conseils et d'un objectif réaliste. Donc, c'est-à-dire ça veut dire quand on met la barre trop haute, il va y avoir un impact, mais ça ne va pas durer. Quand on met le curseur de manière modérée, avec des conseils et des outils, finalement, ça a beaucoup plus d'impact que lorsque l'on donne des conseils seuls. Donc du coup, il y a vraiment une complémentarité entre ces outils comportementaux qui a vraiment permis de réduire la consommation énergétique moyenne par traitement par rapport au groupe de contrôle. Donc on peut expliquer cette réduction par une somme de petits gestes. Et par contre, ce qui est important, c'est que
Au niveau, je dirais, de ces boosts, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces conseils ont été envoyés tous les 15 jours pendant 6 mois. Donc on a vraiment une période de l'expérience qui dure plus de 6 mois par rapport au nudge classique, c'est-à-dire aux outils comportementaux qui durent 2 à 3 mois. On a vraiment la possibilité d'observer les changements d'habitude. Et ça, pour nous, c'est important. On ne veut pas simplement mesurer un effet de changement de comportement à court terme, mais tester un outil qui, sur long terme, permettra d'obtenir des changements pérennes. Donc, on a vraiment des changements pérennes avec cette combinaison boost et objectif modeste. Et on a toute une somme d'outils, donc en plus de MindNexio, qui permettent de gérer ces changements. On a eu aussi, oui, ça c'est important de le souligner, donc parce qu'on voulait aussi remercier les volontaires. On a eu aussi des volontaires qui ont joué le jeu, et qui ont été contents, je dirais, des retours donnés par la fréquence des messages. Donc, donc on a eu un taux de satisfaction important. Donc c'était important pour nous, je dirais, d'avoir quelque chose qui satisfasse tout le monde, qui satisfasse pas simplement les scientifiques, et je dirais que nous sommes, mais aussi qui soit aussi à l'écoute, je dirais, des ménages, et qui finalement, le contenu des conseils a été utile. Ça, c'est important. Il a été jugé utile, il a été jugé efficace, et on peut tester qu'il a obtenu des résultats. Donc, c'est vraiment important de souligner que on peut tester des outils novateurs, et on peut aussi satisfaire à la fois des objectifs scientifiques, mais aussi des objectifs très pragmatiques de réduction de la consommation des ménages, qui satisfassent aussi tous nos volontaires. Et en conclusion, juste, je voulais dire que c'est vraiment important on est dans un... tous les moyens sont bons, j'ai envie de dire, tous les moyens sont bons pour réduire la consommation énergétique. Et là, c'est le moment de tester des nouvelles méthodologies. Et nous, vu le contexte, je dirais, local, on a vraiment voulu tester quelque chose qui soit novateur, donc le Boost, qui est un instrument qui est jugé plus éthique, qui est un support d'apprentissage et qui est censé durer plus longtemps. Donc on a vraiment donné la primeur à la nouveauté de l'instrument en combinant avec un outil classique qui est l'objectif, qui est vraiment très très classique, mais on s'est donné le temps de vraiment d'avoir des résultats robustes et intéressants. Et donc, l'artefact technique, donc MindNexio, a aussi été là, et donc a supporté, cette expérience, mais il y a eu un impact indirect, mais que l'on a mesuré, mais que l'on n'a pas testé en tant que tel. C'était pas l'objet de SmartLook. Par contre, ce qui est important à souligner, c'est que on a atteint les objectifs, et c'est surtout qu'on a conduit progressivement les ménages à mieux apprendre et à mieux comprendre la consommation énergétique par vraiment un contenu informatique, un contenu informatif riche. Et donc, on a vraiment travaillé le contenu pour que c'est du sens, que ça prenne sens. On s'est adapté à toutes les saisons pour être aussi dans une relation de proximité, dans une relation de confiance avec les ménages. Et ça a bien fonctionné. Et du coup, ça a bien fonctionné parce que donc il y a eu une réceptivité, et donc les ménages ont joué le jeu et ont trouvé ça très utile pour eux. Donc on a vraiment, on s'est fait plaisir en essayant de conduire cet apprentissage sur le long terme, mais néanmoins, cet apprentissage sur le long terme, ça prend du temps, et il faut se donner le temps d'apprendre. Et donc c'est des résultats qui sont... Mais une fois qu'on a appris, c'est acquis. Donc ça, c'est très important. Et je dirais que l'instrument classique, ce qu'on appelle les goal setting, c'est un objectif à atteindre, et les boosts, c'est le moyen pour y parvenir. Et donc, le projet que l'on a mené avec la SMEC, dans ce cadre-là, a rempli ses objectifs et a permis non seulement d'avoir des bons résultats scientifiques, mais aussi d'avoir une utilité locale pour les partenaires de Monaco. Je vous remercie de votre attention. Donc, on est là, Mira et moi aussi, pour les volontaires qui ont éventuellement participé à l'expérience, si vous voulez plus de débat, et on est là aussi pour répondre à vos questions. Je vous remercie de votre attention.
Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bien sûr. Bonjour. Bonjour. Alexandre Méli de la start-up Oggi, je suis avec mes collègues ici. Donc c'est une présentation qui nous a bien sûr beaucoup parlé, puisqu'on milite pour la même cause, hein, l'efficacité énergétique. Donc on développe un tableau électrique connecté. La question qu'on se pose, c'est est-ce que vous avez... Donc là, vous vous appuyez beaucoup sur voilà, le changement des habitudes, la sensibilisation justement de votre audience à l'impact de ces changements-là. Est-ce que vous avez pensé ou est-ce que vous penseriez ou envisageriez de vous appuyer sur des technologies du type pour, on va dire, plus automatiser ces changements-là? C'est-à-dire, je pense par exemple à la box. Vous donnez l'exemple de la box lorsqu'on n'est pas là ou en longue absence. Il existe maintenant aujourd'hui des technologies qui permettent de faire ces actions-là sans forcément s'appuyer sur une conduite de changement d'habitude qui peut prendre, comme vous l'avez dit, du temps. Donc est-ce que vous avez envisagé de vous appuyer sur des technologies qui permettraient d'opérer ces changements-là au bon moment, sur le long terme? J'ai envie de dire tout est bon pour réduire la consommation énergétique. Et tout dépend aussi du type de chauffage. Je dirais de toutes les spécificités locales. Hein. Est-ce que le chauffage est individuel? Est-ce qu'il est collectif? Dans quel type de configuration on est? Il n'y a pas de bonne solution a priori. Il y a plus des solutions et des outils qui s'adaptent à des contextes donnés et une configuration donnée à un moment donné qui vont prendre sens. Voilà, c'est ça ma réponse. Et donc, pourquoi pas automatiser s'il y a un accord et si finalement les ménages préfèrent ce type d'automatisation. Il y a des ménages qui préfèrent être acteurs de leur consommation et qui ne veulent pas subir une diminution de température trop importante, etc. Donc du coup, il faut s'adapter à chaque configuration. Tout outil est utile. Le tout, c'est qu'il soit accepté par les ménages, qu'il soit compris et qu'il donne sens par rapport au contexte local. Mais pourquoi pas, hein. Oui, j'ai deux questions en fait de nature différente, une pour vous madame et puis une plus pour Monaco ou la SMEG en fait, si je puis me permettre. La première c'est pour vous le côté innovant. En fait, est-ce que la motivation de l'innovation a été pour vous une surprise ou quelque chose qui était très attendu? Dans une des slides, vous mettez en évidence que le développement durable est une des motivations, je crois que c'est 20%. Et la deuxième, c'est le côté innovant à 15% derrière ou 16%. Donc, est-ce que ça c'était attendu ou est-ce que ça c'était quelque chose de nouvelle, une idée en passant, un résultat en passant? Ouais, alors ça c'est intéressant cette question parce que donc nous on a découvert qu'il y avait un profil pro-environnemental assez important sur Monaco et il y avait à la fois un profil pro-environnemental mais aussi une appétence pour les nouvelles solutions technologiques. Du coup, l'un peut aussi se combiner avec l'autre. C'est pas antagoniste. Oui. Voilà, c'est pas antagoniste. L'un peut, justement, avec l'expérience, a aussi permis aussi un petit peu de relancer Manexio, à augmenter l'appétence. Alors, on n'est pas sûr que c'est l'expérience. Il y a peut-être d'autres actions. Hein. Il n'y a pas une seule causalité, mais l'un ne va pas sans l'autre. Par contre, ce qui est aussi intéressant, la question du profil environnemental, on s'est aperçu quand même. Après, là, je ne vous ai pas montré, on a fait deux profils. Un profil plutôt pro-environnemental et moins pro-environnemental. Et forcément, c'est toujours la même chose. Ça fonctionne mieux sur les pro-environnementaux et moins sur les autres. Donc, ça fonctionne moins bien pour les autres. Donc, du coup, oui, alors nous, on ne connaissait pas, je dirais, le Monaco en tant que terrain. Hein. Donc, du coup, on a été surprise de cette, de cette volonté de vraiment être acteur et citoyen. Et après, il ne suffit pas de la bonne volonté. Il faut aussi... Il faut passer à l'acte et il faut avoir les outils pour comprendre comment passer à l'acte et des outils très concrets à mettre en place. Alors ça fait la transition avec ma question suivante, si je puis me permettre. C'est le passage à l'échelle. En fait, là, vous êtes sur une étude qui portait sur un échantillon de 80, donc... c'est ça, répondant, voilà. oui. C'est ça, donc 80, volontaire. puisque j'irais
ceux qui ont rempli Oui. le questionnaire post-expérience C'est ça, pour ouais. mesurer les changements. Ma question porte en fait sur comment vous, au niveau de Monaco, du coup, là, c'est plus pour la SMEC que je pose la question, vous envisagez le passage à l'échelle. Est-ce que vous envisagez le passage à l'échelle? Si oui, comment? Sur la base des résultats qui ont été présentés. Alors, nous sommes passés à l'échelle. Ah, très bien, pardon, désolé, je manque d'informations. En 2018, on a ouvert le service MyNexio à l'ensemble de notre clientèle. On a continué à enrichir les fonctionnalités, en partie en rebond aux résultats de l'étude de Smartlook, en particulier sur l'envoi justement de messages, de ne pas être simplement en push mais aussi en pull. Enfin, au contraire, pas que en pull mais aussi en push. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense que cette combinaison de développer un outil, alors là c'est plus le support ergonomique, et là c'est plus le travail de la SMEG et de ses équipes, et aussi d'avoir l'apport de la recherche fondamentale sur le type de fonctionnalité et le type de présentation, donne là des résultats assez impressionnants, puisque sur l'ensemble de notre clientèle, on a déjà plus de 42% d'utilisateurs, un taux de satisfaction de 93%. Et dès cette année, on a eu des témoignages clients de gains énergétiques significatifs, en particulier pendant la période de froid qu'il y a eu en janvier. On a eu des appels justement pour avoir des conseils supplémentaires ou de bien valider l'approche de certains clients qui ont réussi à vraiment très bien maîtriser leur consommation malgré la période de froid, en ayant cet outil support pour quasiment au quotidien vérifier qu'il n'y avait pas de dérive dans leurs usages. Et est-ce que vous avez observé des résultats, j'allais dire, tangibles sur la consommation? Alors peut-être que c'est difficile pour vous, quoi qu'avec les compteurs intelligents, vous pouvez peut-être maintenant observer l'évolution des consommations de ces consommateurs? Alors, ou c'est pas autorisé? Alors si, c'est autorisé de façon anonymisée. Oui, anonymisé. Alors là, il y a trois niveaux de réponse. On a depuis plusieurs années un constat objectif d'amélioration de l'efficacité énergétique sur l'ensemble des consommations de Monaco. C'est assez difficile de remonter si ça vient des résidentiels ou des entreprises. Enfin, du moins, c'était difficile. Et ça revient à la deuxième réponse, c'est que les compteurs communicants sont en train d'être déployés. Le déploiement devrait être terminé mi-juin. Et donc, à partir du moment où tout le monde est équipé de compteurs communicants, on est en train de développer des outils justement pour, au fil des années, objectiver les économies par secteur d'activité, toujours en préservant bien sûr l'anonymat. Et après, il y a le troisième facteur de réponse, c'est que là, on est à une période 2020-2021 où l'objectivisation des économies sont un peu faussées par les comportements Covid, avec à la fois moins d'activité, plus de présence à la maison. Enfin, c'est un peu plus, enfin, il y a du bruit qui est un peu plus difficile à appréhender. Alors il y a une autre question là-bas. Merci. Muriel Etiévent, je fais également partie de la société OGI. Alors, c'est une petite question rapide, mais je vois que votre panel était quand même au départ sensibilisé sur les gestes écologiques. Alors ma question, c'est comment vous avez recruté ces participants? Alors là, c'est vraiment aléatoire, hein. C'est-à-dire que le recrutement s'est fait, on a pris une diversité, je dirais, de configuration de lieux, d'immeubles qui n'avaient pas subi, enfin qui ne seraient pas en état de rénovation pendant l'expérience pour pas fausser les quantités. Donc on a pris des chauffages relativement qui représentaient la diversité des lieux. Donc on a fait de l'aléatoire, hein. On n'a pas choisi, on n'a pas fait une présélection. Donc il s'est trouvé que dans les volontaires, c'est un phénomène de sélection, enfin, les plus volontaires sont ceux qui sont déjà les plus actifs dans le domaine. Donc il s'est trouvé que ceux qui ont répondu à l'appel étaient déjà quand même dans une petite partie, pour un peu plus de 20%, dans une démarche pro-environnementale. Mais l'expérience a augmenté et a permis d'aller plus loin. Donc, mais il y a un phénomène
d'un peu de biais de sélection par le fait d'être volontaire. Et de toute façon, pour avoir de telles données sensibles, puisqu'on avait leurs données de consommation, etc., il fallait forcément qu'il y ait un consentement légal à ce niveau-là. Donc du coup, on peut pas, je dirais, observer des gens s'ils ne veulent pas être observés. Donc du coup, ceux qui veulent bien être observés sont aussi ceux qui aimeraient en faire plus. Donc du coup, c'est un phénomène typique des expériences qui s'est manifesté. Voilà, donc ceci explique cela. Nathalie, avant de te libérer, Oui. là, des discussions, nous, on l'a déjà assez dit. Non, avant de te libérer, moi, j'ai une question pour toi. Nous, ça nous a été utile, les retours de l'expérience. Oui. Est-ce que tu as déjà, même si la publication est assez fraîche, des retours de la communauté scientifique ? Oui, alors en fin de compte, alors ça c'est aussi intéressant, c'est que le boost, comme je vous ai dit, il a été décrit dans la littérature, mais il n'a pas encore été testé sur l'énergie. Donc du coup, là, on a envie aussi de faire un coup scientifique. Enfin, je dirais, c'est important pour le CNRS vis-à-vis des publications. On est en train on a soumis, on veut faire une grosse publication qui marque le domaine, pour avoir vraiment pour avoir des retombées sur la communauté scientifique dans son ensemble. Ça, c'est très important parce que je dirais, c'était un peu une des conditions du partenariat avec la SMEC, c'est que l'on puisse faire une expérience qui soit utile, mais qui ait aussi des retombées en termes de collaboration scientifique. Et là, pour l'instant, donc, on travaille sur les révisions d'un article et on espère, on croise les doigts, pour que tout ça marche, pour qu'on ait vraiment le feu vert au niveau de la communauté scientifique. Et si on l'a, ça peut être vraiment très intéressant pour la communauté au niveau, je dirais, international, quoi. Voilà, donc du coup, oui, c'est important à ce niveau-là aussi. Donc, ça fera des petits dans le monde entier. Voilà, merci de votre attention. Donc là, on a parlé beaucoup des ménages, des logements, et ce ne sont pas les seuls consommateurs, surtout à Monaco. Les consommations d'électricité sont portées majoritairement par le tertiaire, le tourisme, les services généraux d'immeubles. Et Mitsuko va nous présenter le programme Smart Plus de la SMEG en collaboration avec la mission pour la transition énergétique. Alors, on va revenir quelques années en arrière, 10 ans en arrière, avec le programme Data+. Le programme Data+, c'est un programme qui a été initié pour le compte du gouvernement monégasque, qui a demandé à la SMEG de réaliser une base de connaissances des usages énergétiques et donc de savoir comment se répartissent les consommations d'énergie sur le territoire monégasque. Un des résultats assez intéressants de Data+, et qui a donné naissance à Smart Plus, c'est que finalement, sur les consommateurs d'énergie, basé sur leur retour, le retour des questionnaires qui leur ont été envoyés, 50% des consommations sont non connues, non maîtrisées des consommateurs. D'où le fait qu'on pense qu'il y a un important gisement d'économie. Alors, on a parlé juste avant avec le programme Smart Look des actions qui ont été menées au sein des appartements, des résidents, des particuliers. On peut savoir que dans des immeubles résidentiels, on peut très bien aussi avoir des gros usages énergétiques comme la production de chaudes sanitaires, comme la climatisation ou le chauffage, qui ne se trouvent pas nécessairement sur les parties privatives, mais au contraire sur les services généraux, les parties communes. Et c'est donc ce qu'on va regarder, ce qu'on a pu étudier avec Smart Plus. Alors, un constat, c'est que finalement, les consommateurs d'énergie ont peu d'outils dans leurs mains pour pouvoir comprendre et maîtriser les consommations. Il y a d'un côté les factures mensuelles. Finalement, on peut avoir une évolution mois par mois de comment évolue la consommation de notre site. Mais par contre, ça peut être difficile d'expliquer une dérive de consommation qui peut être à la hausse ou à la baisse si elle n'est pas évidente. Deuxièmement, donc, il y a les espaces clients. On a parlé de MyNexio. Il y a les mêmes espaces clients aussi qu'on met à disposition de nos clients B2B.
Mais le constat est identique, c'est que finalement on peut avoir aussi des hausses ou des baisses d'appels de puissance qui ne peuvent pas être facilement expliqués. Alors avec Smart Plus, ce qu'on va venir faire, c'est décomposer les consommations énergétiques par usage. Et du coup, d'avoir la répartition de ces consommations, qu'on soit à gauche sur des histogrammes ou au contraire à droite sur des appels de puissance, en différentes catégories, en différentes familles d'équipements, comme vous pouvez le voir sur l'informatique, les bornes de recharge de véhicules électriques, les pompes, la climatisation, la ventilation, l'éclairage ou encore l'eau chaude sanitaire. Alors comment ça fonctionne ? On est venu installer un compteur unique au niveau de l'arrivée générale de ces services généraux. Ce compteur va venir mesurer la totalité du signal électrique soutiré en aval, donc par le site. Et c'est finalement des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont venir identifier les signatures électriques de chaque type d'équipement et qui va pouvoir réaliser cette décomposition par usage. C'est une technologie aussi assez innovante. Et dans le cadre d'un programme donc en partenariat avec la Mission pour la transition énergétique qui subventionne à 100% le programme, on a identifié 100 bâtiments les plus énergivores de Monaco, c'est-à-dire donc les 10 hôtels et les 90 services généraux de copropriété les plus énergivores à Monaco, dans le but de pouvoir analyser 25% de la consommation totale de Monaco. Alors, les premiers résultats sont assez significatifs. Vous pouvez voir dans ce graphique les économies qui ont été réalisées en euros, donc ici on n'est pas en kilowattheure, en euros, et qui vont de quelques euros jusqu'à 20 000, qui va aller monter jusqu'à 30 000 euros. Sur les premiers sites qui ont été équipés, on a atteint au total 1200 mégawattheures d'économie en un an. Et pour vous donner un peu pour mettre en relief ce chiffre et pour que ce soit plus parlant, c'est comme si 250 logements avaient arrêté de consommer. Et encore une fois en euros, pour vous donner aussi un ordre de grandeur, 4 000, ça correspond à une économie d'énergie, économie financière cette fois-ci moyenne par site de 4 500 euros. Et donc finalement, ça a un impact sur les charges, la facture des charges des copropriétaires qui ont pu, elles aussi, être diminuées. Alors, quelques exemples d'actions qui ont été menées sur ces services généraux. Ici, vous pouvez voir une courbe correspondant aux appels de puissance d'une pompe à chaleur. Une pompe à chaleur qui sert à faire du chauffage ou de la climatisation. Ici, on est en hiver, donc c'est pour du chauffage. Donc, vous pouvez voir sur la courbe de gauche les appels de puissance qui sont continus sur toute la journée à une assez haute puissance et que finalement, grâce à la mise en place d'une action simple, peu coûteuse, donc sans investissement, c'est-à-dire en optimisant les consignes de pilotage de cette pompe à chaleur, les consommations ont pu être réduites de 56%. Donc concrètement, on réduit les besoins la nuit, on réduit plutôt la production la nuit lorsque les besoins sont plus faibles, et en journée, on vient mettre en route la pompe à chaleur ponctuellement au moment où les besoins sont les plus forts. Et donc en euros, pour vous donner aussi un ordre de grandeur, ça correspond à une économie de 35 000 euros. Un deuxième exemple d'action qui a été menée sur les services généraux de copropriété. Ici, on est sur des ballons d'eau chaude sanitaire. Vous pouvez voir aussi à gauche des ballons qui fonctionnent en continu toute la journée. Il y a des appels de puissance continus toute la journée. L'action qui a été mise en place, c'est dans un premier temps de basculer toute la production sur la nuit, où il y a un tarif plus avantageux avec les heures creuses, et de réduire au maximum les besoins en journée. On voit qu'il y a toujours un petit peu d'énergie qui est soutirée, de puissance qui est soutirée pour ponctuellement pallier à éventuellement une baisse de température de l'eau chaude. Donc ici, cette action a permis de réaliser 30% d'économie d'énergie, soit 10 000 euros.
Alors, le programme Smart Plus vise à effectuer des économies d'énergie ou à optimiser la consommation de chaque site tertiaire, donc chaque service généraux de copropriété, mais surtout, finalement, d'avoir un impact sur le territoire. C'est-à-dire que chaque site, individuellement, va faire des économies, et ces économies additionnées les unes aux autres vont avoir un vrai impact sur le territoire. Dans le cadre du programme Smart Plus, on a donné accès à la mission pour la transition énergétique à une vision agrégée de ces consommations. Et ici, vous pouvez voir, donc, par exemple, sur le secteur des copropriétés, comment se répartissent les consommations. On a quasiment à un tiers, des consommations de ventilation, de climatisation et chauffage et de production d'eau chaude sanitaire. Ce qui a été aussi assez étonnant au niveau de la ventilation, quoi, c'est la catégorie la plus consommatrice. Et donc, grâce à ces visualisations, le gouvernement peut identifier, donc pister quelles actions de politique énergétique pourraient être mises en place. Et ensuite, c'est une boucle vertueuse, c'est-à-dire que ces actions politiques vont pouvoir être mises en œuvre au sein des sites individuellement. Et chacun des sites vont ensuite contribuer à la transition énergétique du territoire. Et finalement, les impacts de ces actions politiques peuvent être mesurés sur ces visualisations agrégées. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Alors, y a-t-il des questions dans la salle ? Bonjour. Alors, s'il vous plaît, juste un petit détail sur le boîtier que vous avez mentionné, qui a été mis en place. En fait, comment il fonctionne ? Est-ce qu'il y a une sorte de rappel ? Est-ce qu'il y a quelque chose de technique ? Comment il fonctionne pour alerter et à réduire la production pendant, par exemple, la nuit ou... Alors, le boîtier fait uniquement de la mesure. Le compteur mesure les signaux électriques. Ce sont des algorithmes qui vont réaliser la décomposition par usage. Et toute la partie action est menée par les participants du programme. C'est-à-dire que par l'analyse des courbes, on identifie des actions, des pistes d'amélioration, c'est-à-dire qu'en zoomant donc, sur la pompe à chaleur, sur les consommations de la pompe à chaleur ou des ballons d'eau chaude sanitaire, on se dit tiens, c'est étonnant que ce soit un fonctionnement continu, alors qu'en mettant en place des pilotages, ces pilotages sont mis en place dans les GTC, c'est pas lié au compteur, hein. Le compteur fait juste de la mesure, il n'y a pas d'automate à l'intérieur. Donc ces pilotages sont mis en place au sein des GTC et du coup ont un impact sur ces consommations qui vont diminuer, et le boîtier permet de mettre en évidence l'action réalisée en zoomant en fait sur la catégorie concernée. Quels sont les développements prévus suite à ces expérimentations ? Est-ce que, pareil, là vous avez parlé de 100 installations, enfin 100 bâtiments. Est-ce qu'il y a un passage à l'échelle sur tout le territoire de Monaco qui est prévu, et si oui, à quelle échéance ? Alors, ici, je vous ai mis en évidence le programme en partenariat avec la mission pour la transition énergétique. Au vu de ces résultats, on a aussi lancé notre offre commerciale Smart Plus, qu'on propose là pour le coup à tous nos clients B2B professionnels. Cette fois-ci, donc là, il n'y a pas de subvention gouvernementale, mais en tout cas, on le propose bien à nos clients pour aller plus loin dans l'analyse de leur consommation. Et on a un certain nombre de sites qui ont souscrit à cette offre, en plus de leur contrat de fourniture d'énergie, et on leur a installé le boîtier, et là ça sort du cadre du programme gouvernemental. Donc oui, c'est quelque chose qu'on souhaite promouvoir le plus possible à nos clients, même s'ils n'ont pas été ciblés par la cible de la MTE. Bonjour.
Jean ? Je voulais savoir, est-ce qu'il y a d'autres signes de signaux de pilotage, par exemple à Monaco, par exemple pour l'optimisation du pilotage, justement, en ce moment il fait très beau, là l'énergie est peu chère, autre que les heures pleines et les heures creuses. Des signaux de pilotage autres que... Est-ce que ça va être mis en place ? Alors, pour l'instant, on est sur les signaux qui existent aussi en France, été, hiver, heure pleine, heure creuse, et pour certains sites, la pointe en hiver, avec le déploiement des compteurs communicants pour le résidentiel. On est en train de regarder si on peut enrichir d'autres options tarifaires qui seraient adaptées à certaines typologies de clients. Donc c'est un sujet qui est en cours de réflexion, effectivement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut bien distinguer la démarche environnementale qui est de maîtriser ses consommations et, parfois ça peut se rejoindre, la démarche financière de baisser le montant de sa facture. Donc il y a la baisse globale des consommations est bénéfique tout le temps. La baisse de consommation en journée l'hiver est bénéfique également parce que c'est le moment où il y a des moyens de production de pointe qui sont mis en œuvre et qui sont fortement émettrices de CO2. Après, on a un discours un peu différent entre la maîtrise de l'énergie et l'optimisation tarifaire. Les deux sont intéressantes, se recouvrent par moment, mais ne sont pas toujours identifiables. S'il n'y a pas d'autres questions, avant de libérer tout le monde, est-ce que Géraldine, qui représente le gouvernement via la mission pour la transition énergétique, veut faire un petit mot de conclusion ? Je voulais encore vous remercier de participer à cette table ronde sur la maîtrise des consommations et je compte sur vous pour adhérer au pacte et nous aider justement dans cette transition énergétique. Merci. Bon, les intervenants restent à votre disposition après pour des discussions plus en one-to-one.